Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cet épisode 2 du Grand Live by Texas Poker. On se retrouve dans le Grand Live avec Apo. Salut Apo, Bonjour. va parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. On va commencer par l'Apo 2005. C'était la deuxième édition. Qu'est-ce que tu en tires toi comme bilan ? C'est un bilan assez satisfaisant. On a fait 20 joueurs, plus de 20 joueurs sur le 2500. On a fait 42% de plus d'entrées sur le 1000. Et tout le reste a suivi. Donc voilà, c'était bien, c'était sympathique. Le casino était content. Et voilà, c'était un très bel événement. Je pense qu'il a de l'avenir. Est-ce que tu penses que quand tu m'en avais parlé il y a quelques années, la première fois, tu voulais un peu l'événement référence de l'année. Est-ce que tu penses que petit à petit, ça commence à devenir cet événement référence ? Je pense que l'année prochaine, si on le fait à Paris, parce qu'il est prévu de le faire à Paris, en mariant cet événement avec un festival poker avec un autre partenaire, un de nos partenaires, je pense qu'il peut prendre encore plus d'essor. On va revenir aussi sur le succès, là tout de suite, du DSO. Plus de 500 joueurs, encore une fois. Là aussi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Le poker français se porte bien ? Le poker français de ces tarifs-là, comme j'ai toujours précisé, entre 250 et 600 euros, c'est l'avenir du poker français pour le moment. Le succès donc pour cet événement, tu en retires quoi de ce succès pour ce DSO ? D'abord, il faut faire la part des choses. Faire 561 joueurs à la Grande Motte le 1er novembre, c'est très très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des chiffres pareils. Ça prouve d'abord que le poker il marche bien. Ensuite, je tiens à féliciter Madame Denos, Lucille, parce que je pense qu'elle n'a pas clôturé pendant que je parle, mais elle va avoisiner les 700 joueurs à Deauville, ce qui est un score excellent. On a choisi tous les deux la date qu'il fallait, le moment qu'il fallait, avec le pont du 1er novembre, et avec les Parisiens qui n'ont plus de tournois de poker, qui n'y a plus de club, qui n'y a plus rien. Donc ça prouve que dans le futur, il y aura une nouvelle vitalité dans le poker français. Autre chose qui arrive très prochainement, le FPO, qui sera finalement à Lyon, en attendant peut-être Paris pour l'année prochaine. Je pense que oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce FPO à Lyon ? D'abord, on est dans un centre, un endroit plutôt où il y a beaucoup de joueurs de poker, un bassin où il y a beaucoup de joueurs de poker, c'est le bassin lyonnais. En plus, il y en a les joueurs suisses à côté. Tout ça peut faire qu'on va faire un bel événement. Il y a aussi le fait que tu as mis un super bounty, c'est ça ? On a mis un bounty progressif. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est un bounty progressif ? Le bounty progressif, c'est que chaque joueur qui perd son bounty perd 50%. Et le monsieur qui gagne, le joueur qui gagne le bounty, il met 50% dans sa poche et 50% sur son tas. Et au fur et à mesure, le bounty il augmente. On continue sur tout ce qui est TPS, etc. Quel bilan tu tires sur l'année de tout ça ? De plus en plus de monde ? D'abord, on est stable. Sur certains endroits, on augmente sensiblement. Et je pense qu'à partir du 1er janvier, où on va annoncer un gros partenariat, je ne peux rien dire pour le moment, mais un gros partenariat, je pense qu'on va faire, en qualifiant des gens sur Internet, je pense qu'on va avoir un nouvel essor. Tu vas pouvoir qualifier des gens, si je te suis, ça veut dire sur tous les TPS que tu veux ? Sur certains ? D'abord, les TPS, ils passent tous à 250, 500 et 1000 euros. Ok. Il n'y aura pas d'autres montants. D'accord, les 300, tout ça c'est fini ? Non, on redescend à 250, 500 et 1000. Le fait que tu redescendes à 250, on le voit dans certains casinos, ça réaugmente encore le nombre de personnes qui viennent. Comment t'expliques ça ? C'est quoi ? C'est un prix psychologique ? Non, d'abord parce que 250, si quelqu'un fait une réentrée, c'est 500 euros, tandis que 300 et 300, c'est 600. Ça lui permet de payer peut-être 2 nuits d'hôtel. La différence de 100 euros. Voilà. Il faut tout calculer. Surtout qu'on va bientôt peut-être faire des tournois à Paris. Donc il faut que ça soit...
Alors justement, tu parles de Paris. On en est où? J'ai des gens qui m'ont contacté pour être prestataire, comme toujours. Et donc je pense que entre 2-3 personnes qui vont ouvrir des casinos, des clubs, pardon, je vais travailler avec eux. Donc on peut s'attendre à voir Texas Poker débarquer en capitale en milieu d'année prochaine quand ils vont pouvoir ouvrir. Oui, entre avril et juin. D'un point de vue personnel, Apo, tu en penses quoi là de ces 2 premières années à Paris? Il n'y a eu qu'un seul club qui s'est ouvert pour le moment. Il y en a d'autres qui vont arriver. Est-ce que pour toi c'est normal que ça prenne autant de temps? Est-ce que c'est décevant? Est-ce que tu es plein d'espoir? Comment tu vois ça toi? D'abord, il faut former le personnel, il n'y en a pas assez. Et il y a des formations pour ça, des formations Texas Poker d'ailleurs. C'est pas moi qui m'en occupe, ils ont pris mon nom. J'espère qu'ils auront du succès. Mais oui, il y a des formations et je crois vraiment qu'en faisant des formations gratuites, ça peut amener plus de gens à connaître ce métier. Et donc tu disais pas assez pour l'instant de gens formés sur Paris. Et pour le reste, tu penses que c'est un mal que c'est mis autant de temps ou que c'est un bien pour l'avenir et pour ce que toi tu peux offrir ensuite aux joueurs? Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens il y a des croupiers qui travaillent très bien le poker et tout, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas du jour au lendemain faire du punto banco, du baccarat, du chemin de fer, de l'ultimate. Il faut, parce que là, ils jouent contre des joueurs expérimentés et il faut être vigilant. Dernière chose, Apo, on parlait du FPO à Lyon. Oui. FPO, c'était la 2e saison. Là aussi, un beau succès. Tu tires quoi, toi, comme bilan de ton partenariat avec PMU Poker, avec ce type de tournoi, la confiance que vous avez mutuellement? C'est donnant-donnant. Chacun y tire un succès et je pense que la 3e année sera encore meilleure. Et le fait que tu sois avec PMU Poker comme ça, proche, ils ont aussi été de la partie pour le Apo 2005. Oui, La on team est continue venue. ensemble. Est-ce que pour toi, ça crée une nouvelle dynamique aussi par rapport à tes futurs projets? Oui, oui. On t'a vu faire un streaming live de Oui. des 2 Sur jours. l'Apo 2005. C'est des choses que tu veux continuer à pouvoir mettre en place? Ça a plu aux joueurs, ça a plu au public, donc voilà. Peut-être qu'à bientôt il y aura une table télévisée. C'est le futur. Merci Apo. Merci à vous. Allez, bonjour messieurs, alors on est en présence de Quentin Lecomte et Alexandre Réard, les 2 teams pro Unibet. On est ici pour ce Deep Stack Open à la Grande Motte. C'est un circuit qui vous a particulièrement bien réussi dans le passé. Alex, tu en as gagné 2. Quentin, tu es le vainqueur en titre puisque tu as gagné à Cannes. Quelle saveur a ce tournoi, ce circuit particulièrement pour vous? Moi, comme je l'ai toujours dit, c'est un circuit qui me plaît parce que je pense que dans l'Hexagone, ces tournois à 500 €, c'est une structure vraiment qui est top, quoi. Enfin, on a la force de la jouer, on en discute souvent et vraiment, je pense que c'est une structure qui descend très très rarement en dessous des 30 blindes, voire presque jamais, même, je pense. Avec un field qu'on connaît, c'est les fields français. C'est un tournoi. Et puis le fait d'avoir gagné aussi sur ce circuit-là, ça aide peut-être aussi, mais c'est vrai que c'est un circuit qui nous tient à cœur. Enfin, en tout cas, qui me tient à cœur et je pense que c'est réciproque. Moi, le premier tournoi que j'ai joué dans ma vie, c'était un DSO, déjà, faut le savoir. Bon, c'était il y a très longtemps, c'était à 8 ans, mais donc du coup, forcément, c'est. Mine de rien, c'est sur ce circuit que j'ai commencé, donc c'est cool aussi, puisque j'ai vu l'évolution du circuit, je l'ai vu évoluer. Et forcément, ça fait quand même au moins 4 ans que je les joue tous. Donc à force de tous les jouer, je reconnais les mêmes personnes, je retrouve les mêmes têtes. Évidemment, je connais parfaitement la structure, je connais parfaitement le field. Donc oui, c'est un tournoi où en fait, on sait que ça va être un beau tournoi sur 3 jours avec un beau billet à la gagne et sur un sujet qu'on maîtrise parfaitement. Donc c'est toujours un plaisir de jouer ce genre de tournoi. Alors justement, comment vous avez vu l'évolution vous êtes là depuis des années sur le circuit français, de ces tournois à moyen buy-in, les 500 et les 1000 € en France? Comment vous avez vu évoluer ça, que ce soit en termes de structure ou aussi en termes de niveau de jeu, de field? Alors moi, de mon recul, on va dire, c'est dans le circuit hexagonal. Enfin, le circuit hexagonal, il y a beaucoup moins de buy-in à au buy-in, en fait, enfin de tournois au buy-in. Et c'est beaucoup plus des tournois qui sont centrés maintenant vers des middle buy-in, comme les 500. Et du coup, les structures des 500 sont devenues beaucoup plus belles, je pense, que ce qu'elles n'étaient avant, puisqu'elles se sont adaptées avec les tournois qui
presque équivalent à des EPT. On n'en est pas encore là, mais on s'y rapproche quand même grandement. Structure plus progressive, plus Tout à lente, fait, plus ouais, deep tout à fait. stack. Et en tant qu'amateur, c'est vrai que ça doit être génial de pouvoir jouer avec des buy-in qui restent quand même conséquents. 500 €, c'est quand même beaucoup d'argent, mais en tout cas, on peut se permettre de pratiquer notre passion, on va dire, avec une très belle structure et prendre beaucoup de plaisir, avec, comme disait Quentin, une belle win. Enfin voilà, à mon avis, pour les amateurs, c'est vraiment c'est génial, quoi. Je pense pas vraiment, quoi. Ouais, et puis en plus, moi je pense que c'est un peu le DSO qui a aussi participé à cette révolution des structures en France. C'est le premier circuit, je crois, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui a commencé avec 50 000 jetons. Et en fait, c'est toujours pareil. Je trouve que c'est un compromis parfait parce que de toute façon, il faut que ce soit des tournois qui durent 3 jours, enfin 4 si on considère le D1A, mais je veux dire sur un week-end qui soit terminé le dimanche soir. Et c'est l'optimisation parfaite en fait de comment faire une structure pour un tournoi qui dure 3 jours, qui finit pas non plus, avec des journées qui durent pas 20 heures et qui finit le dimanche soir, donc qui peut plaire aux joueurs amateurs. Le but c'est de pas de faire des tournois qui durent 2 heures ou de faire des tournois qui durent 6 jours, ça sert à rien en fait. Et là, je pense que le DSO c'est vraiment le compromis parfait sur ce plan-là. Et c'est aussi une grande force du circuit, je pense. Ouais, sans toucher à la structure, c'est vrai, c'est qu'on arrive à finir dans le week-end sans toucher à la structure, quoi. C'est vraiment très très important. Et avec l'adaptation maintenant de la structure bouton hanté sur tous les tournois Texas Poker et aussi donc DSO, il y a une vraie différence pour vous en termes de fluidité de jeu, en termes de Ouais, en termes de fluidité de jeu, rapidité je pense aussi. que c'est le jour et la nuit, clairement, il n'y a pas de débat. Et pour les joueurs et pour les croupiers, parce que je pense que même pour eux, c'est quand même un sacré avantage. Après, pour le jeu en lui-même, il y a peut-être 2-3 choses à adapter, mais ça fait partie aussi des joueurs à s'adapter. Et c'est pas non plus la révolution absolue au niveau du jeu, quoi. Donc là-dessus, c'est que bénéfique. Voilà. Il suffirait en fait de se poser la question si ça faisait 20 ans qu'on jouait en bouton hanté, est-ce que les gens réclameraient qu'on passe en hanté normal? Et la réponse ce serait non, parce qu'ils comprendraient pas pourquoi à tous les coups il faut que chaque joueur mette une hanté et qu'on perde du temps. Donc voilà, je pense que c'est une évolution qui est arrivée logique. Après on peut débattre sur le fait est-ce que c'est mieux de mettre big blind ou de mettre bouton. Les deux sont différents, ça nécessite des adaptations légèrement différentes. Mais voilà, encore une fois, tout est une question de stratégie en fait. C'est juste il y a une petite modification dans le jeu, la stratégie change un petit peu. Les joueurs vont très vite s'adapter. La chose que j'ai remarqué, c'est que du coup, les moyennes, ça fait à peu près 6 mois, on va dire que c'est généralisé le bouton hanté sur les tournois Texas Poker. Et sur tous ceux que j'ai joué, la moyenne a toujours été plus élevée qu'à l'époque. Genre là, par exemple, on passe à 5000, 10 000 sur le tournoi. La moyenne, elle est plus élevée qu'avant. Donc, a priori, c'est très bon pour le jeu. Ça veut dire qu'il y a plus de profondeur. Ça confirme le fait que la fluidité augmente, quoi, clairement, quoi. Super. Alors ici, on est sur une des dernières étapes de cette saison 9 de l'UDSO. Quels vont être pour vous les derniers rendez-vous avec Unibet sur cette fin d'année? Alors avec Unibet, donc là, pour moi il reste l'Aeroler parce que j'ai malheureusement perdu sur le main event. Et ensuite l'Unibet de Dublin, donc qui va avoir lieu aux alentours du 20 novembre. Et avec une cup en entrée. Il y a une cup, il y a un Aeroler, il y a le main event. Enfin voilà, c'est un très beau festival à Dublin, donc c'est pas un endroit où j'ai l'habitude d'aller, mais ça justement j'ai hâte d'y aller. Et puis après il y a la finale donc online qui va jouer online qui est début décembre, donc aux alentours du 2 décembre, c'est ça. Donc voilà, donc pas mal d'événements encore à jouer. Et puis une fin d'année à Prague pour vous deux sur l'European Poker Tour. Ouais, il y aura d'autres tournois entre aussi, mais voilà, on va conclure avec Prague en fin d'année. Ouais, programme forcément un peu identique, hein. Bon, moi je suis encore dans le main DSO, donc on va croiser les doigts pour que ça continue. Sinon je jouerai le roller évidemment, d'autant plus que là je suis deuxième au leaderboard et très proche de la tête, donc ça va être un objectif sur la fin de saison évidemment. Évidemment du coup le DSO Cup Dublin, puisque pour le leaderboard c'est obligatoire. Et ouais, Unibet Open et EPT Prague derrière pour bien finir une belle année. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite bonne chance dans la fin du tournoi. Merci. Nouvelle partie dans le grand live, c'est le billet d'humeur avec Eric Cicero. Salut Eric. Eh ben salut. Bon alors billet d'humeur aujourd'hui en 2 parties. On va faire une première partie. Tu avais d'abord envie de parler des casinos et du management dans les casinos. Alors vas-y, je t'écoute. Alors écoute, oui, là, l'idée, c'est quelque chose que je commence à professer un peu largement autour de moi. C'est-à-dire que les casinos qui sont organisés avec une hiérarchie quasi militaire ont gardé un esprit militaire, voire militariste, et un management qui est rigide. Et c'est assez peu propice au développement, à l'émergence de nouvelles idées et tout. Donc je suis en train de développer un système, une idée
que j'ai théorisé puisque j'ai été directeur pendant quelques temps dans un petit casino du sud de la France. Tout petit. Un petit truc, oui. Et donc j'ai appelé ça le management naturel ou les écosystèmes. À savoir qu'un manager devrait se comporter plus comme un régulateur dans un écosystème et laisser l'écosystème croître. Très à l'américaine, quoi, un peu ta vision, c'est ça? Non, c'est plutôt organique. C'est pas tellement américain, c'est-à-dire que c'est pas du blabla, du nouveau blabla de management. C'est plutôt l'idée de dire qu'on a plusieurs entités qui collaborent chacune avec un seul objectif, c'est d'être de survivre le plus longtemps possible. Et dans un casino, c'est typiquement des appareils automatiques, des restaurants, des tables de jeu qui ont pour but de faire le plus d'argent possible. Et souvent, cette recherche de l'efficacité paraît antinomique aux différents acteurs. Or, il se trouve que un restaurant seul marche moins bien qu'un restaurant avec une boîte de nuit. Des appareils automatiques marchent moins bien que quand ils sont seuls. Alors que quand ils sont accompagnés de tables, de restaurants ou de salles de spectacle, ils marchent beaucoup mieux. Et tout ça, ça crée un écosystème. En tout cas, je le vois comme tel, puisque ma formation de biologiste au départ m'a donné cette forme d'esprit. Et le manager dans cette idée-là, c'est quelqu'un qui doit réguler et laisser les cercles vertueux se mettre en place dans les écosystèmes pour qu'ils se développent. Tu penses qu'il y a quoi à gagner à mettre un système comme ça pour le casino? Alors c'est gagnant pour tout le monde. Premièrement, on a des gens qui sont libres de travailler, libres d'annoncer des idées et d'énoncer des idées qui peuvent paraître des fois farfelues ou impertinentes. Mais c'est justement cette impertinence qui fait que les choses se renouvellent. C'est un peu la mutation qu'on va trouver dans un organisme biologique. C'est aussi des systèmes qui vont poursuivre leurs objectifs sans être concurrentiels. Ils vont être plutôt dans un rôle symbiotique. C'est-à-dire, tu vois, une algue qui vit dans un animal pour que l'animal puisse profiter du soleil. Au départ, c'était pas forcément évident et la nature a réussi à le faire. Et si on part dans cette idée-là, si on part dans cet objectif-là, dans cette vision-là, on peut très bien faire collaborer énormément de gens avec des objectifs différents et dans le calme, dans la souplesse et avec les intérêts qui sont tous sans cesse croissants pour l'ensemble des parties. Et le rôle du manager, c'est de donner de la liberté aux différents éléments de son casino, puisque moi ce qui m'intéresse c'est les casinos, mais c'est aussi, ça va permettre à ces différentes personnes de se sentir libres et de travailler dans de bonnes conditions. Et puis à la fin, on a quand même le bottom line, parce que c'est ce qu'on regarde en fin d'année, et le bottom line sera forcément supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui. Cette idée que tu proposes, je suppose que tu le fais parce que tu l'as pas vu ailleurs, ou peu vu ailleurs? Alors je l'ai très peu vu ailleurs, je l'ai mis en place quand j'étais moi à la tête de ce bâtiment, et c'est quelque chose qui a donné beaucoup de plaisir à tout le monde. Donc il y a une forme de reconnaissance pour les salariés? Il y a d'abord de la reconnaissance, mais surtout il y a de la responsabilisation. Être un simple exécutant, c'est quelque chose qu'on peut admettre au départ, mais au bout de certain nombre de mois ou d'années, ça devient complètement intolérable. Et surtout pour un manager, ou en tout cas pour un propriétaire de n'importe quelle société, n'avoir que des simples exécutants, c'est finalement avoir des gens qui travaillent très mal ou très peu. On a plein de phrases, de quotes, comme on dit, tu vois, qu'on trouve sur Internet, de Bronson qui te dit comment faire, ainsi de suite. Mais l'idée au départ, c'est de dire laissez les gens faire. Laissez les gens se développer. À partir du moment où vous avez, vous, une vision, et à savoir l'organisation de cet écosystème, les gens vous surprendront toujours. Alors, il faut avoir confiance en l'humain. Autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors voilà, on est fin 2018. Depuis le 1er janvier 2017, on peut avoir des clubs en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et on n'en a toujours qu'un club. C'est tranchant. Oui. On va arriver a priori dans les prochaines semaines Renault, mais Circus aussi. Circus, on en parle. Alors justement, on en parle de Circus, on parle peut-être d'un repreneur chez Clichy, on parle de Barrière qui a priori va aller sur les champs, il y a d'autres noms qui circulent, mais on est fin 2018, donc presque 2 ans après, et il n'y a qu'un seul club. Alors c'est quoi ton explication? On sait que tu es en plein dedans. Là-dedans, c'est quoi ton explication, toi? Alors, la mise en place des dossiers est quand même assez complexe. Et trouver de bons locaux aux tailles adéquates, c'est aussi très compliqué sur Paris. Il y a aussi une vision un peu réductrice du jeu. Je pense qu'il y a des gens qui estiment que le jeu, c'était ce qu'on pouvait voir dans le Kit de Cincinnati ou dans d'autres films célèbres. Il y a encore des peurs Je pense qu'il y a des peurs primaires, des réflexes ataviques. C'est vrai qu'à l'époque des clubs, des cercles à Paris,
Les clubs des cercles, c'était vraiment quelque chose d'un peu spécial, qui était unique à la France d'ailleurs. Donc je peux comprendre toutes les réticences. Maintenant, je suis assez étonné de ne pas avoir eu la ruée vers l'or, quoi. Parce que quand on analyse bien la situation, Paris est une ville qui est magnifique. Il y a à peu près 10 millions d'habitants intramuros, peut-être un peu moins, 7 millions intramuros. La Grande Couronne, on doit tourner à 20 millions ou 25 millions d'habitants. Donc il y a largement de quoi additionner plusieurs clubs. Sans compter le nombre de visiteurs qui viennent visiter la France chaque année. Alors c'est quasiment 50 millions de visiteurs par an. Ils passent quasiment tous par Paris. Donc c'est un atout considérable pour la capitale et c'est aussi un atout, une attractivité qui ne sera jamais démentie. Moi je vois à Londres où il y a des casinos, il y a des clubs, il y a des cercles. Typiquement les plus gros casinos, les plus gros clubs sont dans 1 km², quoi. Ils sont à Mayfair, ils sont autour de Leicester Square et tout le monde se porte très très bien de ça. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public et il y a à peu près tous les types de jeux, à savoir du petit club de cartes avec des petits jeux marginaux jusqu'aux clubs, des clubs complètement élitistes. Je pense notamment au Crockford, qui est un casino, enfin qui est un club privé, et il y a une dizaine de tables et il tourne à 50 millions de livres par an quand même, des chiffres d'affaires. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal et la législation anglaise est loin d'être permissive. Alors d'autant plus si on regarde bien qu'il va quand même se passer pas mal de choses à Paris dans les prochaines années. Il va y avoir la Coupe du Monde de rugby qui revient en France, il va y avoir les JO. Donc normalement ça devrait là aussi inciter peut-être plus les casinotiers à venir ou à l'État à faciliter ça. Oui. Ou tu penses que c'est anecdotique ça? Alors c'est loin d'être anecdotique, ces événements-là, en tout cas pour ceux qui seront sur la place, seront des événements majeurs. C'est aussi des pôles d'attractivité supplémentaires, puisque quasiment dans toutes les grandes capitales européennes on a du jeu. Les États-Unis qui sont extrêmement fermés paradoxalement par rapport à ce qu'on pense, les États-Unis sont des États qui sont loin d'être permissifs avec le jeu, ont autorisé, aujourd'hui ont ouvert les casinos en ligne avec des solutions tranchées par État et non pas au niveau fédéral. Donc il y a une ruée sur les casinos online, il y a une ruée sur le sports betting qui a été ouvert. Voilà, donc le jeu se répand de tous les côtés et ça serait dommage qu'à Paris on reste sur, on va dire, sur une vision du XXe siècle sur ce sujet-là. La dernière question par rapport à ça, c'est cette fameuse clause de revoyure au bout de 3 ans. On en a beaucoup entendu parler qu'au bout de 3 ans, il y aurait un premier bilan. Ouais. Sauf que là, on se rend compte que ça va peut-être être compliqué, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors que le législateur mette un terme et s'oblige à tirer une analyse, je trouve que c'est plutôt rassurant. Voilà. Après, c'est sûr que si l'expérience devait s'arrêter au bout de 3 ans, ça serait vraiment dommage. Maintenant, j'ose espérer que vu les efforts que les uns et les autres, enfin en tout cas que les opérateurs qui ont décidé de se lancer sont en train de consentir, j'ose espérer que l'État aura une analyse qui ira dans le bon sens. Voilà. L'idée étant qu'il faudrait bien évidemment que Paris possède des salles de jeu pour les grands événements dont tu as parlé, et surtout qu'elle ait un système, alors qui est déjà inscrit dans la loi, puisque la formation en club avec des sociétés commerciales, des commissaires aux comptes, c'est quand même la garantie d'une transparence, c'est la garantie d'un certain sérieux, en tout cas la garantie d'un contrôle que l'État est en droit de réclamer. On est donc fin 2018, pour l'instant un club, fin 2019 avec ton expérience, avec ce que tu sais, tu penses qu'on est à combien de clubs finalement au bout de ces 3 premières années d'autorisation de club? Alors on va pas donner les noms, mais on va les compter sur les doigts. Donc on en a un qui est déjà ouvert, il y en a un qui va être sur les Champs-Élysées dont on parle. Il y aura aussi un groupe qui va ouvrir à côté du Parc des Princes, donc ça fait 3. Je pense que quelques privés vont se mettre en ligne. Donc on pourra avoir la surprise d'avoir peut-être 2 clubs supplémentaires de privés en état 5. Je sais qu'un autre groupe qui est très 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 actif actuellement va être, je crois, rue Royale, je crois. Donc ça fait 6. Je pense qu'on va arriver à une dizaine de clubs si tout va bien, quoi. Et une dizaine de clubs pour toi c'est bien? Ça, c'est dans la dynamique? Ah oui, complètement. Le marché parisien, pour ce qui est du poker, c'est sûr que le marché parisien pourra le supporter parce qu'il y a une vraie demande. En plus, on aura toute la gradation de la clientèle, à savoir des petites parties aux très très hautes parties exclusives. Vu les jeux autorisés, à savoir donc tous les jeux de cartes comme le Punto et les pokers de contrepartie, les baccarat, les choses comme ça, c'est autant les gens qui sauront faire fructifier ce type de jeu-là auront toute leur place sur la place. Ouais.
Et il y a de la place pour tout le monde. Merci Eric. Bah, merci à toi. On se retrouve à la prochaine émission, le billet d'humeur. Le toujours. billet d'humeur, on va y réfléchir. Et je pense qu'on aura de belles choses à se raconter. On devrait avoir de belles choses la prochaine fois. à se C'est raconter. évident. À bientôt. On se retrouve avec Alex Henry. Salut Alex. Salut Loïc, Bon salut à Alex, tous. pour ceux qui te connaissent pas, c'est toi qui organise tout simplement les DSO. Voilà. Tu t'as fait partie de la création, tout simplement, non J'avais créé le concept quand je travaillais pour Chili Poker avec Alex Dreyfus. Et quand la boîte a fermé, j'ai racheté la marque et depuis je travaille avec Apo pour la France, puis avec d'autres organisateurs dans le reste de l'Europe et du monde. Alors j'ai envie de dire c'est pas mal. Hein. Là on est sur une affluence légère, un peu plus de 500 joueurs. Ton record? C'est le record de la région, ouais. Sur un tournoi qu'on organise donc dans cette région. On le fait ici depuis 6 ans maintenant et à la Grande Mode depuis 3 ans. Et c'est la première fois qu'on a autant de joueurs. C'est surtout la première fois qu'on a un seul re-entry sur l'ensemble du main event, alors qu'avant c'était un re-entry par jour. Donc en termes de nombre unique de joueurs, je regardais les chiffres, là je crois que vous avez fini, mais je crois qu'on a une augmentation de à peu près 17% de joueurs uniques par rapport à l'année précédente. Alors ça veut dire quoi ça pour toi? Bon évidemment ça veut dire que la marque va bien, mais est-ce que ça veut dire que le poker en live va bien? Bah oui, surtout, je pense, parce que c'était quand même un très très gros week-end niveau actualité poker en France et en Europe. Il y avait un gros tournoi qui était organisé dans le nord de la France. Le week-end dernier à Malte, il y a un tournoi où ils ont fait plus de 4000 joueurs, au même buy-in. Hein. Ce week-end aussi, il y a un tournoi où ils ont fait quasiment 1000 joueurs. Donc c'est, je m'attendais vraiment plus du tout à ces chiffres sur ce week-end. Alors, on est sur la fin de saison de ces DSO. On tire quel bilan pour 2018? Grande question. Merci. Non, on est déjà en train de finaliser un petit peu le programme et de les nouveautés par rapport à la prochaine saison. On l'annoncera, je pense, dans les 2-3 prochaines semaines. Les dates principales ne vont pas changer. Par contre, il y aura plus de tournois Cup, des DSO, les tournois à 300 €, parce que c'est au final un buy-in sur lequel on touche un peu notre clientèle, puisque c'est des gens qui ont plus un budget de 500 € pour l'ensemble du week-end, donc buy-in, hôtel, vous comprise, alors que là c'est le buy-in qui coûte seulement 150. Mais en tout cas Unibet est très content, Apo aussi, et les joueurs aussi. On a vraiment que des bons retours, donc on va continuer. On va essayer de ramener de nouvelles promotions juste pour refidéliser un petit peu les joueurs qui sont qualifiés en ligne. Tu parlais de dates, donc bon, il y a les habituels, Cannes, etc. La Grande Motte. Absolument. Paris, alors? Écoute, on espère. Là, cette année, ça avance. ça avance. Cette année, je ne vais pas me porter la poisse, donc je ne vais pas l'annoncer avant que le club soit ouvert, validé. Voilà, structuré, sorti. C'est ça. Parce que donc, là, on l'avait pré-annoncé, j'ai envie de dire, sur le site depuis le mois de janvier dernier. Parce que quasiment tout était sûr, confirmé, il y avait plus qu'à. Comme beaucoup, j'ai envie de te dire. C'est ça. Ça a pris un peu de retard. C'est ça. Et donc du coup, on a été mis un petit peu sur la carreau comme d'autres opérateurs par rapport à cette ouverture de serre qui n'avait pas pu se faire. Donc on va le changer, mais l'année prochaine, donc à Paris, on touche du bois, on peut en trouver, ma tête, ton crâne, tout. ça devrait le faire. Tu parles d'Unibet, on retrouvera encore Unibet l'année prochaine sur Oui, le bien DSO? sûr, c'est un partenaire historique maintenant. Autant Unibet. Ça fait combien d'années? Ça fait un moment là. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec Unibet et ça fait 1 an qu'on travaille aussi beaucoup plus avec unibet.com. Ce qui est intéressant aussi, puisque sur les joueurs, comme sur ce week-end, ça permet d'avoir une dimension un peu plus internationale, et de qualifier des joueurs .com. Ce week-end, on avait des joueurs lettons, des joueurs anglais, des joueurs allemands, qui aiment bien les joueurs français. Et grâce au .com, on peut qualifier donc des joueurs sur ce format. Alors, on a vu aussi que tu partais vers l'Asie. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Absolument, ça c'est une idée que je travaille et que je creuse depuis 3 ans déjà. Travailler avec l'Asie, c'est un petit peu compliqué déjà parce que je n'y suis pas et puis en plus parce que c'est un marché qui est vraiment nouveau. Donc là, j'ai enfin pu rencontrer un Apo asiatique. Et absolument. Et incroyable. Un Apo brillé, tout ça. Il a pas sans la moustache. Sans moustache. C'est ça. Mais c'est le circuit s'appelle l'Asian Poker League. C'est un tour qui existe depuis 5 ans déjà, qui a 4 étapes par an. Ils en font une au Vietnam, aux Philippines, en Chine
et en Corée. Donc c'est le seul opérateur qui peut opérer en Chine. Donc on va voir ce que ça donne, mais je suis assez confiant dessus. C'est des festivals qui réunissent de 800 à 2000 joueurs. Oui, de toute façon en Asie on fait tout en plus grand. C'est ça. Et là où c'est intéressant aussi, que ce soit pour les joueurs européens ou les autres, c'est que j'ai envie de dire, il y a un niveau de jeu et une culture du jeu qui est différente, et une approche du poker qui est peut-être, je dirais, 10 ans en arrière par rapport à ce que c'est en Europe. Aujourd'hui, quand on va se poser à une table de cash ou de tournoi, en général en France, il y aura quand même 9 joueurs sur 10 qui savent tenir des cartes. En Asie, beaucoup moins, vraiment, parce que ils découvrent ce jeu, ils ont plus une culture de Gambling un peu aussi, non ouais, c'est ça. Donc moi j'ai fini payé sur un WPT aux Philippines, c'est pour te dire quoi. Donc c'est bien joué. Ça n'arrivera pas en Europe, c'est sûr. Donc non, c'est ça. Ça me rappelle vraiment le Maroc il y a 15 ans où il y avait des baleines, on peut le dire, qui découvraient le poker, qui commençaient à jouer sur des montants qui sont très chers, assez élevés, et qui savent pas jouer. Donc je pense que c'est pour des grinders ou des touristes qui veulent découvrir autre chose, une bonne destination, et c'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir faire cette première étape qui s'annonce bien. Dernière question, on va revenir sur le PokerStars Megastack. Avec le recul, ça t'a apporté quoi comme enseignement, le succès juste énorme de ce tournoi? Est-ce que tu penses que c'est lié à l'opérateur avec lequel tu travaillais? Est-ce que c'est lié aux offres promotionnelles qui mettaient en place le fameux ticket Platinum? Ou est-ce qu'il y a une vraie demande de tournoi comme ça vers les 150, 160 €? Et dans ce cas-là, est-ce que tu comptes peut-être travailler dans le futur différemment? C'est un petit peu de ce que tu viens de dire, c'est vrai. Déjà, travailler avec PokerStars, pour moi qui suis dans le poker depuis 10 ans, mais à une échelle microscopique, je m'attendais jamais à pouvoir travailler une fois. Ce que PokerStars nous appelle pour travailler avec nous, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est sûr. Ensuite, c'est sûr, je pense que c'est une bonne. C'est PokerStars qui avait monté le concept 100%, mais c'était vraiment une très très bonne attaque et angle d'approche vis-à-vis des joueurs, parce que sur tous les tournois qu'on a organisés, je veux dire, sur les DSO, ça fait donc 10 ans qu'on en fait maintenant. En général, je connais à peu près, je dirais peut-être 4 joueurs sur 5. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors que le Megastack, c'est fou. Alors non, c'est ça, le Megastack, je connaissais 1 ou 2 joueurs sur 5 dans l'événement. Donc c'est vraiment une nouvelle clientèle. Ça leur fait découvrir des nouveaux casinos. Donc ça leur fait découvrir une nouvelle offre de jeu. Des fois, ça leur fait parfois découvrir même le casino, tout simplement. Ouais, absolument, c'est ça. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après, juste le problème, c'est que en tant qu'organisateur, financièrement, c'est vraiment impossible d'être rentable sur un produit comme ça. Donc c'est vrai que c'était génial. Dans cette même salle, il y a un mois, plus de 2000 personnes qui jouaient pendant 5 jours. C'était top, mais ça voulait dire plus de 70 croupiers qui venaient de toute l'Europe, avec les déplacements, avec les chambres d'hôtel, etc. Et avec 20 € de frais, vraiment, ça tient pas, quoi. Donc on a quasiment travaillé à perte sur le problème. Donc après, c'est vrai que c'est de l'investissement. C'est une belle opération promotionnelle, mais c'est pas la réalité économique. Ça peut pas tenir tout seul, c'est vraiment compliqué. Donc un peu de travail sur d'autres formats, essayer de travailler avec d'autres opérateurs dessus, on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, le faire tout seul, c'est un peu dur. Merci Alex. Merci à vous. Et puis on se retrouve janvier, ça démarre toujours attends, je dis pas de bêtises, à Lyon ou à Divonne, je sais plus. Divonne, tu vois, ça démarre toujours à Divonne. Ça démarre toujours à Divonne. Merci Alex, on retrouve partout sur les DSO. Merci beaucoup, merci à vous. La promotion, ça sert à rien. T'es complet, il est complet de toute façon. Merci à vous, à très bientôt. Merci. On se retrouve dans le grand live avec Serge. Serge, le créateur de Texas Poker La Vision. Bonjour Serge. Salut Loïc. Bienvenue à la maison, j'ai envie de te dire. Ah ouais. Bon alors Serge, forcément, première question, parle-nous un peu de cette appli. Live Vision, c'est une application qui permet aux joueurs, alors soit les récréatifs,
plutôt des récréatifs éclairés, des semi-pros ou même des joueurs professionnels, de pouvoir avoir beaucoup de fonctions avec cette application. La première évidemment c'est d'enregistrer toutes ces sessions. Donc à chaque fois qu'on va faire une partie live, on va pouvoir enregistrer les rooms, enregistrer les tournois, etc., pour ce qu'on appelle la gestion de bankroll, pour identifier les meilleurs spots, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième fonction principale de l'application, c'est de pouvoir profiler ses adversaires. Donc c'est vrai qu'on retrouve régulièrement les mêmes adversaires, que ce soit dans des tournois sur le circuit ou en table de cash game. Et donc on a modélisé plutôt une trentaine de profils. Alors les profils classiques qu'on connaît, serré agressif, large passif, etc. Mais on a une trentaine de patterns et de mises bien spécifiques. Pour identifier si son adversaire est open 100% de ses boutons, si c'est un check raiser, etc. Enfin, tout un tas de fonctions de profilage qui vont permettre de prendre les bonnes décisions en live. Voilà, et puis évidemment la troisième chose, c'est de pouvoir utiliser l'application en live à la même image qu'un tracker que les joueurs de online connaissent bien, pour revenir, pour avoir des informations immédiates et en direct sur ses adversaires. Pour pouvoir saisir un petit peu son stack, l'avérage moyen, pour rentrer dans ce qu'on appelle les notions d'ICM, et donc à nouveau de prendre les bonnes décisions pour aller le plus loin possible dans un tournoi, quoi. Comment ça s'est passé la réalisation de cette application? D'où ça t'est venu? Comment tu l'as travaillé? En fait, moi j'ai démarré au poker fin 2015. Et en 2016, j'ai commencé à jouer régulièrement au poker et j'étais à la recherche d'une application qui me permettrait de saisir toutes mes sessions pour la gestion de ma bankroll en tant que joueur amateur, qui me permettrait aussi de mettre des notes sur mes adversaires. Et j'ai rien trouvé de vraiment satisfaisant. Et comme je travaille dans l'édition de logiciels, tu le sais, j'ai investi mes premiers gains au poker dans le développement de ma propre application personnelle. Voilà. Et puis chemin faisant, je me suis dit que je ne devais pas être le seul en fait à avoir ce type de besoin. Donc j'ai pris contact avec Texa Poker, avec la direction, Eric évidemment, Apo, Basile. Alors pourquoi Texa Poker? Simplement parce que c'est le premier organisateur français de tournois et d'événements live en France. Et voilà, et quand je leur ai parlé du projet, ils ont été tout de suite enthousiastes. Et donc ils m'ont proposé de solliciter la communauté Texa, chose qu'on a fait cet été, où on a plus de 200 joueurs qui se sont prêtés au jeu, qu'on a appelé des bêta-testeurs. Donc des gens qui ont testé la première version de l'application. Et puis en fonction de ces retours, on a fait encore beaucoup d'améliorations à l'application. Et on a pu faire le lancement officiel, j'ai envie de dire, mi-septembre, ici d'ailleurs à la Grande Motte, à l'occasion du Megastack, le tournoi qui est énorme tournoi, on a fait plus de 2000 entrées. Voilà, donc c'était vraiment top. Et on a fait le lancement initialement sur Android. Le lancement, tu l'as d'abord fait sous Android. Ouais. Aujourd'hui, tu as sorti tout récemment la version pour Apple. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi d'abord Android, ensuite Apple? En fait, c'est vrai que quand on a démarré l'application, comme je disais, c'était une application personnelle initialement. Moi, je suis sous Android. Et surtout parce qu'Android, c'est 70% du marché français des smartphones. Donc on a d'abord focalisé sur la solution Android et on a, c'est marrant que tu en parles parce que comme tu le disais, il y a quelques jours là on a fait la compatibilité vers Apple. Donc aujourd'hui Live Vision est disponible à la fois pour les appareils Android sur le Play Store et à la fois maintenant sur l'App Store pour les appareils Apple qui tournent sous iOS. Donc aujourd'hui Live Vision est disponible sur l'ensemble des plateformes smartphones possibles. Alors maintenant que tu as lancé cette application, la suite, ton travail pour Texa Poker Live Vision, ça consiste en quoi? C'est vrai que j'ai rejoint, comme je te le disais, au mois de juillet de cette année, la grande famille Texa. Alors l'application est lancée, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, mon travail consiste à lier des partenariats avec les différents clubs associatifs pour faire découvrir et pour offrir des périodes d'abonnement à l'application. Et puis j'interviens sur une dizaine d'événements par an à travers la France. Donc Gujan, Divonne, la Grande Motte, etc. Pour aller à la rencontre des joueurs, pour leur présenter l'application. Donc j'installe des bornes de démonstration pour découvrir l'application. Et puis surtout pour continuer à échanger avec les joueurs, pour imaginer un peu les fonctions du futur. Donc voilà. Et justement, quelle fonctionnalité alors?
on travaille sur 3 sujets principaux. Le premier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la multimonnaie. Actuellement, l'application fonctionne pour la monnaie en euros, mais typiquement au travers du circuit, j'ai rencontré énormément de joueurs qui jouent à l'international, que ce soit en Suisse, que ce soit aux États-Unis, au Maroc ou en Angleterre. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de joueurs qui tournent finalement à l'international. Et donc, on est en train de développer un module de multimonnaie qui permet évidemment de rentrer sa session avec la bonne monnaie, la monnaie locale, que ce soit des dirhams, des dollars ou ce genre de choses, mais qui doit permettre au niveau du module de statistiques, de la gestion de bankroll, de se traduire, de se convertir automatiquement sur la monnaie de prédilection. Donc on travaille beaucoup actuellement sur le multimonnaie. On travaille aussi en parallèle sur l'amélioration du module pour enregistrer un coup en live. Donc on travaille sur l'ergonomie et puis alors ça c'est un peu une avant-première, mais sur la possibilité de partager des coups qu'on aura enregistrés en live directement sur les réseaux sociaux. Voilà. Et enfin, évidemment, on a l'ambition de travailler sur le multilangue pour internationaliser l'application. On va démarrer par l'Italie parce que on est déjà en partenariat Texapoker avec Sanremo. Donc la version italienne là qui devrait sortir dans quelques semaines. Et puis d'ici la fin de l'année, la version anglaise. Et ensuite, on va continuer à décliner pour attaquer The World. Une question qui me vient, pour toi, à quoi tu juges le succès, on va dire, de l'appli sur le long terme? C'est quoi pour toi un succès Ce sera quoi pour toi le succès de cette appli? Alors, sans prétention, on n'y voit pas de prétention, mais j'ai envie de dire que l'application est déjà un succès pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a passé, donc on a fait le lancement mi-septembre, là, il y a quelques semaines, et on a déjà plus de 400 utilisateurs réguliers, donc c'est déjà un succès. Après, comment est-ce qu'on va pouvoir traduire le succès sur le long terme? Ça va être bien évidemment le nombre d'utilisateurs croissant. Et puis, j'ai déjà moi des joueurs, comme je te le disais, je rencontre beaucoup de joueurs qui me disent que ça les a aidés. Parce qu'on part toujours du principe qu'un tracker, c'est pour analyser les autres. Et en fait, on s'aperçoit, c'est un petit peu comme en psychologie ou en PNL, que le fait de rentrer ses sessions, d'enregistrer des coups un peu difficiles, de s'imposer finalement, de profiler ses adversaires, ça nous pose des questions sur nous-mêmes. Et voilà, et donc c'est déjà un succès quand j'ai des joueurs qui me disent Sergio, l'application, elle m'a déjà aidé soit à prendre des bonnes décisions, soit à arrêter de prendre les mauvaises décisions. Donc c'est comme ça que je pourrais traduire. Puis j'espère demain qu'on aura quelques joueurs pros qui utilisent aujourd'hui l'application, mais qui sortiront de l'ombre et puis qui s'afficheront entre guillemets sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils utilisent cette nouvelle application. Voilà. Et donc forcément, la dernière question, alors combien ça coûte ce Texapoker Live Vision? On a 2 types de pricing. On a un abonnement à l'année qui coûte 29 €. Et puis on a un abonnement à vie qui coûte 49 €, donc on est vraiment dans les prix du marché. Et puis il faut savoir que quand vous téléchargez l'application, vous avez une dizaine de jours d'essai gratuit pour vous faire l'application. Et sur 100% des événements Texapoker, donc on organise un peu plus de 500 tournois à travers la France par an, l'ensemble des joueurs ITM, c'est-à-dire les joueurs qui rentrent dans les places payées, se voient offrir des périodes d'abonnement de 1 à 6 mois, donc ça laisse aussi le temps de découvrir l'application. Et j'en ai gagné un. Eh oui, j'ai gagné un tournoi. Effectivement, voilà. C'est vrai, sur Gujan. Ça, c'est bonus. Voilà. Merci Serge. De rien, merci à toi Loïc. Et puis à bientôt. On se retrouve sur le FPO Lyon. Sur le FPO Lyon, exactement début décembre. Venez voir, venez tester l'application. Il sera là, il vous expliquera tout. Exactement. On se retrouve avec François pour parler aujourd'hui des clubs. Ça va mon François? Eh bien écoute Loïc, on est au DSO de la Grande Motte, c'est magnifique. On est sur un gros succès en plus. Et les gros succès, on aime ça. Alors mon François, ça fait longtemps, on sait que tu fais des choses pour les clubs. Tu viens d'un club amateur, tu fais des choses pour les clubs amateurs. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ce que tu as fait avant qu'on parle du sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Oui, allez, en bref, j'ai été président pendant 5 ans d'un club associatif avant de rejoindre les casinos. Et pendant 7 ans, on a organisé une compétition de club associatif au casino de Gujan, une compétition qui était gratuite et qui était accessible uniquement pour les clubs associatifs. Une belle compétition qui a eu 7 ans. Avec des belles dotations. Avec des belles dotations, des partenaires variés et qui vient de prendre fin cette année. Pour la petite nouvelle, la grande nouvelle, je quitte le casino de Gujan-Mestras pour rejoindre Texapoker à temps plein.
à partir de maintenant. Voilà. À partir de là, de suite, dès que vous avez vu la vidéo, c'est fait. Et du coup, on transforme ce projet qui me tient à cœur et qui tient aussi à cœur à Pau. Les clubs associatifs sont très importants pour nous. On aime beaucoup ces joueurs amateurs et on transforme cette compétition entre guillemets régionale, locale, à un stade plutôt national. Donc on invite à partir d'aujourd'hui tous les clubs de France de prendre contact avec moi. On est sur un projet 2019 qui est en train d'être finalisé sur la fin d'année et qui prendra part début 2019. C'est une compétition gratuite. Ça s'appelait comment? T'as le nom? Oui, les Texas Poker Club Series. Ok. Pas trop compliqué, on ne s'est pas trop foulé. Et pour te contacter? Pour me contacter, principalement Facebook aujourd'hui, et je vais mettre en place des moyens plus faciles de me contacter pour demain. On mettra des informations un peu partout sur les médias poker, sur Facebook aussi bien sûr, qui est une de nos plateformes principales, et dans les magazines et sur la presse online. Et alors qui dit forcément événement national dit qu'il y aura, je suppose, dotation nationale beaucoup plus importante encore? Oui, la dotation a quelques surprises à ajouter sur cette participation nationale, parce qu'on a des partenaires qui sont outre que Texas Poker. Donc Texas Poker dotera la compétition bien évidemment, organisera la compétition, et on a des partenaires extérieurs. Je ne peux pas encore en dire plus, mais on garde encore des surprises. Il y aura une belle dotation sur cette compétition toute l'année 2019. Est-ce que, pour finir, est-ce que le fait que tu rejoignes aussi Texas Poker, c'est justement pour amener cette passion que les joueurs de poker amateurs, souvent dans les clubs, vont ensuite aller vers justement les tournois de poker? C'est une base de la communication dans une entreprise, c'est d'avoir une communication large. Nous, on est dans un secteur et dans une niche, on n'a pas beaucoup de clients, enfin pas beaucoup de potentiel, donc le potentiel, on va le chercher où on peut, et les clubs amateurs sont créateurs de joueurs et donc du coup sont une base saine issue pour chercher de nouveaux joueurs ou communiquer sur de nouveaux joueurs. Et ce sont des joueurs à la base, ils aiment ça, ils aiment venir en casino, ils aiment essayer nos petits tournois à faible buy-in avec des belles structures, ce qui est notre marque de fabrique chez Texas Poker. Et c'est là où ça démarre, voilà, tout simplement. Et maintenant, tu es dans la famille, là, ça y est, t'es rentré complètement dedans. Là. Exactement. Merci mon François. Bientôt la moustache. Pour vous. Merci à tous d'avoir suivi cette seconde émission. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment, vous commentez, vous partagez. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux Texas Poker. Merci à tous et à très vite. C'était Loïc. C'était le grand live.